Top sur Top, le podcast du peuple du ping français. Salut à toutes et à tous, et bienvenue en Top sur Top, votre émission de débat ping sur l'actualité professionnelle. Et moi je suis accompagné, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais ça fait longtemps maintenant qu'on n'a pas été réunis tous les trois, donc ça fait vraiment plaisir. Je suis aujourd'hui avec Foucault Simonin et Damien Laterne. Salut les gars, ça va ? Salut. Hello à tous et à toutes. Bon, l'épisode du jour il va évidemment être consacré au premier Smash de l'année, le Singapour Smash, et ses 11 jours de compétition, des qualifs au tableau principal, de la bonne surprise Audrey Zarif à la demi de Phoenix face à Wang Chuqin, en passant par les parcours exceptionnels de nos deux nouveaux top 25, il faut le souligner, Flavien Coton et Thibaut Porret, et évidemment la petite déception d'Alexis Lebrun, la grosse désillusion de Simon Gauzy, ou encore les passages éclairs en terre singapourienne de Lilian Bardet et Jian Anwan. Mais avant ça, j'aimerais qu'on entame cet épisode, vous l'avez compris, qui sera exclusivement dédié aux performances de nos Français à Singapour. Une fois n'est pas coutume, mais en fin de compte de manière assez logique, par le double homme et la demi pour le retour en Smash de la Team Rocket, d'Esteban Dor et Florian Boissot, mais surtout par le sacre historique, le premier pour la France, Foucault, des frères Lebrun dans ce tableau de double homme. C'est vrai que c'était la seule, les seuls doubles où on avait une chance vu qu'on n'avait pas en double femme et on avait su à la dernière minute pour le double mixte Odo Alexis et c'était un peu improvisé. Là, donc on savait que les deux avaient beaucoup d'expérience, même si Bourassa d'Or, ça fait quand même longtemps qu'on les avait pas vus. Enfin pas si longtemps, mais en Smash, ça faisait longtemps, ça faisait un an du coup, qu'on les avait pas vus sur une très grosse compète. Et ils ont direct performé avec cette demi, donc ça me fait plaisir. Ils battent les numéros 1 mondiaux, même si le classement en double est quand même moins significatif que celui en simple, mais ils font quand même une sacrée compète et ils s'inclinent logiquement en demi contre Lin Chinong et Yang Yuzheng, mais en faisant quand même un beau match malgré 3-0. Du côté des Lebrun, on a senti que dès le départ il y avait une possibilité vu qu'il n'y avait pas la plus grosse paire qui serait Lin Chinong Wang Chuqin. Donc on s'est dit il n'y a pas la meilleure paire chinoise, donc c'est possible. Puis après la suite nous a donné raison, surtout qu'il y a la paire coréenne qui a été éliminée très vite, alors qu'elle met souvent c'est ce genre de paires qui mettent en danger les Lebrun, qui sont éliminés très vite par les Belges. Et au final, ils arrivent en finale où ils font un match à sens unique contre les Chinois en finale. Franchement, c'était assez impressionnant comment ils étaient supérieurs. C'est vrai que c'est un peu marrant parce que c'était pareil contre la dernière fois qu'ils avaient affronté, il me semble, Wang Chuqin et Liam Lincoln. Il leur a mis 3-0 aussi, comme ça. Donc on voit parfois les Lebrun en double faire des résultats contre des paires chinoises très forts. Donc je sais pas pourquoi particulièrement, mais en tout cas c'est intéressant. Mais en tout cas à part cette demi serrée contre les Indiens Takar et Shah, il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont un peu survolé la compétition. Maintenant sur ce sacre historique. C'est historique déjà, drapeau français en haut d'un match, c'est déjà quand même quelque chose. Et puis en plus, au-delà, il y a la manière, la finale elle est exceptionnelle de la part des frères, franchement, il y a des points highlights sur tous les sets, et puis globalement, c'est un des rares matchs où j'avais vraiment zéro stress, dans le sens où t'avais l'impression que la paire chinoise avait vraiment zéro solution. C'était tout le temps les Lebrun qui avaient à chaque fois, on va dire, la balle pour gagner de points. Ou même quand les Chinois l'exécutent bien, des schémas qu'ils avaient préétablis, à chaque fois il y a un revers mi-distance de Félix ou il y a un sauvetage d'Alexis qui change tout. Bref, tournoi de double vachement maîtrisé. Avec quand même une demi vachement piège. C'était presque un peu mon inquiétude sur le parcours des Lebrun, cette paire Shah-Takar, parce que tu disais souvent, Noah, qu'on n'a pas, à part les Coréens, on n'a pas vraiment de paire, entre guillemets, pour les considérer comme un double,
je trouve que pour le coup, le duo indien, c'est vraiment une paire de doubles dans sa philosophie, dans son symbole, parce que c'est deux joueurs en simple qui, pour le moment, sont pas, on va dire, des joueurs de niveau champions, on va dire, en tout cas champions dans les 30 meilleurs joueurs du monde, mais c'est des joueurs qui jouent extrêmement bien ensemble. Et je trouve franchement que c'était vraiment... Ouais, donc... De quoi? Pardon, juste si on parle de Takar, au niveau de champion. Oui. Après, Takar, il a été par rapport à aussi à les questions. Je parle dans le sens où pour moi, Takar n'est pas encore un joueur pour l'instant complètement établi. Après, l'avenir dira si ce sera le cas ou pas. Mais vraiment, j'avais vraiment l'impression que la demi-finale c'était une bascule pour les frères. Et ils en sont sortis un peu au mental. Ça n'a pas tout le temps été simple. Ils sont hyper agressifs en début de table. Ils ont un peu joué un peu comme les Coréens, je trouve. Normalement, essayer de jouer sur le petit jeu. Il n'y a pas eu. Je trouve vraiment qu'ils ont essayé de jouer un peu les frères Lebrun sur ce qu'ils maîtrisent moins sur la partie double. Et sur Esteban Dor et Florent Bourrasso, vraiment bien surpris de leur retour à ce niveau-là. Je me disais quand même avec quelques mois, ils avaient fait un tournoi pas si longtemps que ça, mais je pensais que quand même il y allait y avoir des dynamiques à recréer et vraiment ils ont quand même battu des beaux doubles quand même dans leur parcours. Donc franchement, notamment la paire numéro 1 mondiale, même si comme disait Foucault, les classements mondiaux ça évolue énormément sur les doubles, mais ça restait comme une paire qui, on l'avait vu à la Coupe du Monde mixte, c'est une paire qui est quand même vraiment pas simple à jouer. Donc non, très clairement, vraiment très très content du parcours des Français et vraiment ça montre à quel point il y a une filière qui est en train de se créer quand même. Il y a des paires qui vraiment commencent à performer, être constantes au niveau international. Et même si on pourrait regretter, entre guillemets, la paire Lim Jong-un avec Lim Jong-un ou la paire aussi avec Matsushima et Togami, peut-être qui était l'une des autres paires, on va dire, qui auraient pu être fortes et qui sont inclinées très tôt dans le tournoi. Globalement, c'était un tournoi vraiment maîtrisé par les frères Lebrun et un très très bon retour de la Team Rocket. Ouais, c'est ça, bon retour de la Team Rocket. En plus, tu l'as dit, t'as dit il y a quelques mois, mais en fait, c'était il y a pas si longtemps. C'était à Chennai, il y a à peine 2 semaines avant, qui perdent contre Gnana Sekaran et Harmit Desai. Et je vais pas dire que je m'inquiétais un peu, parce que c'était leur tournoi de reprise en double, mais j'aurais trouvé que c'était un peu dommage de revenir en smash, de perdre premier ou deuxième tour, surtout vu leur match à Chennai. Et en fait, ils ont juste montré que c'était l'échauffement, en fait, Chennai pour eux. Et que là, ils revenaient à Singapour pour montrer qui ils étaient, que c'est toujours une des meilleures paires du monde, qui perdent contre Wang Guizheng et Lin Chidong, mais avec les honneurs largement, ils leur ont tenu à dragée haute. En finale, les frères, ils ont pas tremblé, pas une seule seconde. Je veux pas dire que c'était facile non plus, mais ils leur mettent quand même 7-6 et 6. C'est quasiment comme contre Wang Chuxin et Yang Jingkun à l'US Match en demi. C'est 8, 6 et 8, tu vois. Enfin, vous voyez, donc c'est des victoires assez faciles finalement. Les seuls contre qui ils galèrent encore un peu, c'est peut-être les Coréens, comme vous avez tous les deux dit, Aneon, Lim Jong-un. Maintenant, ils se sont fait éliminer dès le premier tour dès le premier tour. Après le tour de barrage, donc ouais, dès le premier tour, on peut dire ça comme ça, par Rassenfos et Le Gros, qui ont perdu eux-mêmes contre les deux Indiens, que donc Alexis et Félix ont battu un peu au bout du suspense en demi à la belle là. Donc ouais, franchement un bon tournoi, pas grand chose à dire sur ce qu'ils font. Pareil, Dor Bourrasso, c'est un super tournoi. Donc franchement rien à redire. Et encore une fois, on peut souligner que c'est le premier titre français sur un Smash. C'était le 10e Smash qui a eu lieu depuis le début de l'ère WTT. Premier titre sur donc 50 possibles. Il n'y a pas énormément de nations qui ont été titrées sur un Smash. Et donc c'est une fierté finalement, et c'est une très belle perf de nos deux frères. Maintenant qu'on a à peu près tout dit sur le double, je pense pas qu'on ait énormément de choses à dire sur Satsuki Odo et Alexis Lebrun. Peut-être qu'on a envie de les revoir. Ouais, c'était un truc, c'était marrant à voir parce que déjà on s'y attendait pas, ça a été fait à la dernière minute par un remplacement. Ouais, peut-être à revoir. On avait demandé à Félix s'il allait faire un duo avec une étrangère, c'était pas le cas, mais a priori Alexis a priori aime bien jouer les 3 tableaux, hein, parce que à chaque fois il
il les joue souvent, les 3 tableaux. Donc, ouais, peut-être à refaire. Ouais, d'ailleurs, je crois que c'était toi qui avais dit que tu voyais pas Alexis faire un troisième tableau par rapport à ses petites blessures, ses petits pépins récurrents. Et finalement, il nous montre le contraire. Mais on était tous d'accord avec toi, hein, mais c'est un peu étonnant. Ouais, Bizarre. mais en fait, c'est récurrent parce que même avant le équipe, c'était avec donc, ouais, c'est récurrent. Moi j'ai été surpris. J'ai été surpris et j'ai même été surpris, je trouve, en ayant vu un peu des highlights et même en ayant vu le match contre Kim Jong-un Shin-Bin. J'ai été étonné à quel point très vite ils ont trouvé quand même des repères. Parce que c'est vrai que j'avais l'impression que ça s'est fait un peu là, qu'ils se sont dit bon bah pourquoi pas vu certaines défections. Et franchement ouais, assez surpris. Après à voir aussi s'il n'y aura pas des paires mixtes peut-être avec le retour de Prédica, donc cette fois avec les joueurs français. Donc à voir comment ça va être. Mais bon, si jamais cette paire revient, bah pourquoi pas aller chercher quelque chose, parce que quand même donner un peu la difficulté à Lim Jong-un et Shin-Bin, c'est pas mal pour une première. Ouais, pour une première, c'est pas mal. En plus, il menait quand même 2-0. Donc ouais, un bon tournoi. Et comme tu l'as dit, même si on peut revoir peut-être Simon et Pritika sur une autre compète type Smash, ce serait pas une mauvaise chose non plus de les revoir eux aussi, parce qu'ils peuvent toujours y participer en tant que pair binational. Hein. Et moi, c'est ce que je demandais à voir. C'est ce que et justement pour peut-être conclure sur les doubles, à moins que vous ayez quelque chose à dire en plus, se projeter très rapidement sur LA parce que ça arrive dans quand même 3 ans. J'ai envie de savoir quel sera le quota pour les doubles. Parce que en double homme, on a les frères on a et on a en plus Jules Roland et Léo de Nodrest. Potentiellement une médaille. Enfin, peut-être pas pour Jules et Léo, mais Jules et Léo ils peuvent faire figure de potentiel outsider pour aller chercher un quart, voire une demi. Et puis sinon, Oui, après je cache pas quand même que la meilleure chance, ça reste Félix et Alexis, parce que dans un contexte où le double va être massivement travaillé pour le retour aux Jeux Olympiques, je pense quand même qu'il y a des paires qui vont jouer plus souvent ensemble à partir de 2027 ou même 2028. En tout cas, on verra de plus en plus les paires, peut-être en Chine, une paire vraiment soudée, enfin on va dire soldée, et en gros mission 2028. On verra quand même pas mal de nations aussi adopter cela. Donc je pense quand même que Alexis et Félix, de par leur progression individuelle et puis même du fait qu'ils jouent ensemble depuis tellement longtemps, même si, attention, Flo et Esteban Dor, franchement, c'est une paire exceptionnelle, mais j'ai quand même un peu le sentiment que s'il y a une chance de médaille pour le moment, après je peux me tromper, quand même les frères Lebrun, c'est la paire où je me dis, même contre les tout meilleurs qui ont joué ensemble pendant 1 an et demi, ils peuvent aller chercher une grosse paire, voire peut-être même l'or même. Donc je reste quand même là-dessus. Ah, donc je verrais pas du tout Esté et Flo aller chercher une médaille. À voir, hein, franchement, je me trompe plus souvent que j'ai raison, donc justement, là, c'est peut-être justement le cas. Mais à voir. En tout cas, s'il y avait qu'un seul quota par nationalité, même si Flo et Esté venaient à remporter un match, ce qu'on espère tous, je miserais quand même davantage sur les frères Lebrun. Après, c'est que moi qui dis ça, je suis pas la fédération. Et puis, il faut pas oublier aussi le stress qui émane quand on joue une compétition comme les JO. Quoi. Yes. C'est sûr. Maintenant, au niveau des simples, parce que comme vous l'avez dit, on n'avait personne qui était aligné donc en double mixte avec le retrait de Pritika quelques heures avant le début de la compète, selon ce qu'elle a communiqué à une blessure, sûrement une blessure d'entraînement parce qu'elle n'était pas du tout blessée à Saint-Denis sur la rencontre de Pro A de Ligue des Champions face à Metz qu'elle avait joué quelques jours avant. Donc on n'avait pas de double mixte, hormis Alexis et Satsuki, on n'avait pas de double femme, et par contre on peut démarrer tout de suite sur les qualifs qui sont terminés un jour après qu'on ait enregistré la preview avec Damien. On n'a qu'une seule française qui est sortie de ces qualifs, c'est Audrey Zarif, en éliminant successivement Esse Araç, la turque, premier tour assez facile, puis Dia Chitale, en remontant alors que Dia avait 3 balles de match au deuxième tour, et enfin Natalia Bajor, tête de série numéro 3, qui a fait finale peu de temps avant au feeder de Lille,
Donc voilà, un bon parcours pour Audrey qui après s'est incliné face à Ying Han au premier tour. Premier tour très compliqué pour Audrey avec son soft. Oui, complètement. Non, c'est la belle surprise. Franchement, c'est la belle surprise de ces qualifs parce que franchement, au feeder de Lille, j'étais un peu inquiet sur ses difficultés, notamment quand elle avait affronté la taïwanaisienne. J'avais senti une joueuse qui avait beaucoup de mal à démarrer, je la sentais pas vraiment dans un feeling incroyable. Et quand j'avais vu déjà le match contre Chitale et ensuite derrière potentiellement Natalia Bajor, j'ai fait oula, va falloir s'accrocher. Il y a ce match rocambolesque, et puis même face à Natalia Bajor, il y a eu des bonnes séquences. Après, c'est clair que Ying Han, c'est des jeux atypiques. Audrey, c'est une joueuse de cadence, de vitesse. C'est une joueuse qui aime bien s'appuyer sur la balle pour mettre beaucoup de rythme. Et Ying Han, il faut démarrer. Et on entendait beaucoup le staff dire choisis la bonne balle. Et on avait l'impression que dès qu'il y avait une balle un peu haute, elle voulait claquer. Et ce qu'on ferait tous, hein, même à ces niveaux-là, hein, par moments, c'est très compliqué de rester impliqué, concentré sur ces typologies de jeu. Et j'avais l'impression que là, à la différence des qualifs, où elle avait retrouvé du rythme, du feeling, et que vraiment elle a eu un très bon niveau de jeu contre Natalia Bajor. Là, on avait l'impression, en plus, Ying Han, quand même une joueuse, on la présente plus dans le rang européen, c'est une des 3-4 meilleures joueuses européennes. Là, il y avait une différence de niveau, et puis aussi, il y avait aussi une différence dans le style, qui était tellement marquée que Audrey, c'était compliqué, mais en soi, quand même, de passer les qualifs, ça va lui faire beaucoup de bien, je pense, dans la tête. Ouais, je suis plutôt d'accord. Moi, j'avoue que je m'y attendais pas, hein, de voir Audrey sortir des qualifs, parce qu'elle était pas en super forme en ce moment, et j'avoue que je m'attendais plus à une des luttes à sortir des qualifs. Et effectivement, sur le match contre Ying Han, ce qui était frustrant aussi, je pense, pour elle, c'est que même quand elle arrivait à bien claquer une balle, elle a claqué sur le coup droit de Ying Han, et après elle se reprenait un retour salvateur. Et donc, mentalement, ça devrait être dur parce que tu te dis, bon, j'ai bien fait ce que je voulais faire, mais finalement, elle me l'a renvoyé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment eu match, parce que même quand elle arrivait à bien attaquer la balle, elle n'arrivait pas à enchaîner après. Mais bon, de toute façon, là c'était que du bonus, Ying Han, donc ça fait quand même plaisir d'avoir battre des joueuses de ce calibre et de se qualifier pour un grand match. Donc ça m'a surpris, mais très positivement. Ouais, Foucault, tu disais que tu aurais plutôt vu une des luttes se qualifier. Moi, en fait, j'aurais vu plutôt les deux. Et finalement, c'est les déceptions des 3 premiers jours, tu vois. Parce qu'on a eu les déceptions après, forcément, on va l'évoquer après. Lilian peut avoir une déception, mais surtout Alexis et Simon. Peut-être Jianan qui accroche pas la belle, on l'évoquera après. Mais sur les 3 premiers jours, c'est L2 vraiment mes déceptions. Camille qui sort d'un énorme feeder de Lille, un énorme feeder de Lille, où hormis sa demi où on comprend pas, comme on l'avait dit sur le débrief avec Foucault, on avait Pierrick en tribune, on la voit écraser. C'était Bajor justement, on la voit écraser Bajor sur les 2 premiers sets de la demi. Après la machine s'est enrayée, on comprend pas, mais sinon elle était insurmontable. Personne pouvait la battre. Honnêtement, elle était imbattable sur les 2 premiers sets qu'elle avait fait, sur ce qu'elle avait produit. Et puis Charlotte sort d'un super top 16. Et puis Charlotte, deuxième tour contre Chen Dong-Chuan, défaite à Abel. Camille, pareil, défaite au tour contre Monfardini. Voilà, c'est mes 2 petites déceptions. Je ne comprends pas très bien comment ils n'ont pas réussi à vraiment rentrer dans leur compétition. Parce que même sur le premier match, je les trouvais pas convaincantes, les deux. Même si Camille gagne 3-1, que Charlotte gagne 3-0. Pas forcément trouvé dans leur meilleure forme. Voilà, Charlotte prend quand même 2-7 aux avantages, c'est-à-dire 14-12 sur un 3-0. Et sinon, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est Léana Ospar qui c'est un héros de ce match qui est pas mauvais. Donc on pourrait dire un tout petit mot à la fin de l'épisode. S'impose contre Sutashimi contre le tableau. Contre Maria Chao. C'est quand même un très bon match. Et pourtant encore en liste dans les 3 tableaux.
faire un appel en perdant les deux premiers sets qu'elle perd, c'était Maria Chao, la deuxième et le troisième. C'est pas très présent. Ça montre que les Anna une française, c'est vraiment appréciable et très bon augure pour la suite finalement. Oui, complètement. Oui, Léana, elle progresse. C'est clair qu'il y avait peut-être eu un petit peu de déception après le feeder de Lille, parce que très clairement, il y avait la place pour faire quelque chose de grand. Malheureusement, sur un match contre une future joueuse qui allait très loin dans la compète, bah c'est pas passé avec Brit Erland. Là, cette fois, ouais, voilà, exactement. Donc là, en qualif, tu t'affrontes vraiment deux joueuses pas simples. La thaïlandaise et Maria Chao. C'est joueuse pas simple à jouer, surtout pour une joueuse comme Léana Achar qui aime la vitesse, qui aime jouer son coup droit, qui aime pivoter. Là, on est sur des joueuses globalement, un peu à l'expérience, un peu on ralentit le jeu, entre guillemets, on n'attend pas que toi tu exécutes ton jeu. Non, c'était bien. Franchement, bien de la part de Léana. Il a manqué pas grand-chose finalement pour passer ces qualifs, parce que je suis persuadé que si elle passe Maria Chao, j'ai un feeling qu'elle passait. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon tournoi. Et puis pour les Lutz, un peu de déception aussi, mais ça revient un peu à ce qu'on disait par rapport à Camille. C'est une joueuse qui aime bien monter en puissance, enchaîner les matchs. Sauf que le tableau des qualifs, ça pardonne pas. C'est tout de suite, faut être prêt. Il n'y a pas comme au championnat de France où on a un niveau un peu plus faible pour elle, je précise. Au début, on monte et puis après, derrière, même face à des joueuses qui sont soi-disant mieux classées, elles sont capables d'élever leur niveau et voire même de gagner de très très fortes joueuses en France. Là, on va dire que dans les tableaux de qualif, c'est plus compliqué, c'est plus complexe, donc à voir. J'étais plus déçu par Charlotte, pour être honnête, parce que pareil, elle avait fait un super top 16. Je disais, waouh, dans la tête, ça va lui débloquer beaucoup de choses, et c'est vrai que cette défaite en deuxième tour des qualifs, ça m'a un peu mince. Mais bon, encore une fois, c'est le début de saison, on va voir comment la saison va se profiler, mais c'est vrai que pour un premier match, j'aurais aimé au moins avoir 3 Françaises au premier tour, et non pas que 2, au moins qu'il y ait une des 3 qu'on a citées qui se qualifiait, et malheureusement ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire aussi, c'est dommage. Mais bon. Moi, à peu près pareil, je pense que j'en attendais plus de Charlotte vu son top 16 où on s'est dit il y a beaucoup de problèmes. Et sur Léana, je pense que faudra pas qu'on tombe, mais collectivement, les supporters français dans un écueil qui serait de lui mettre plus de pression, parce que finalement on a moins d'énormes joueuses du côté féminin. Du côté masculin, on sait que les jeunes, ils seront pas autant mis en avant, les Nathan Lam, etc., ils seront pas autant mis en avant, parce que vu la densité qu'on a au-dessus, ils peuvent progresser tranquillement. Mais Léana, elle est, je trouve, énormément mis en avant, et faudra quand même qu'on fasse toujours attention à ça, à la laisser grandir dans son ping. Bon, on doit être tous d'accord sur ça. Maintenant, on va passer au tableau principal. Vous voulez qu'on soit critique ou élogieux, les gars? Est-ce qu'on commence par les déceptions ou est-ce qu'on commence par les satisfactions? Allez, on va commencer par les déceptions, mais tout en argumentant et en contextualisant, tout en argumentant bien sûr, et puis après on passera par le dessert. Bon, on peut commencer peut-être par celui qui est la défaite au premier tour la moins décevante et la plus attendue, c'est Lilian qui perd 3-0, 6-6, 5 contre l'Union. Futur finaliste vainqueur du Champions de Doha, on le savait, et on sait surtout qu'il repasse maintenant derrière Joey Seyfried au classement, et qu'il n'est plus dans les 6 premiers pour jouer Smash, qu'il n'est pas dans le cut non plus pour jouer les Champions évidemment. Donc va falloir aller chercher des points sur Contender, Star Contender, et puis peut-être même s'inscrire sur des feeders, Lilian. Ouais, c'est clair. C'est un peu dommage parce qu'il a, depuis l'US Match, il a jamais réussi à retrouver son niveau de l'US Match. Et donc là il a eu un tirage de l'enfer quand même. Li Wenju premier tour.
peut faire difficilement plus dur, surtout que quand tu vois aussi le jeu de Limoges, donc bah voilà, il s'incline logiquement 3-0. Finalement, on s'attendait pas à une victoire, donc bon, c'est pas vraiment une déception quoi, mais moi j'avoue que je m'y attendais un peu et j'espère qu'il aura j'espère qu'il pourra performer en contender et en star contender pour revenir à un bon niveau, parce que c'est vrai que si tu commences à plus performer sur 2-3 compétitions, après il y a les autres qui te rattrapent, les autres Français, et il y a tellement de densité dans cette équipe de France masculine que bon bah t'as pas presque plus le droit t'as pas le droit à beaucoup de jokers quoi. Une seule victoire d'Amiens depuis le match contre Rayo Castro. Ah, c'est dur de dire ça, ouais, très clairement. Puis on disait dans la preview, je me disais c'est le pire tirage possible, même du top 10 hors Wonchoukin bien sûr, qui est dans une autre catégorie, mais c'est le pire tirage pour Lilian parce que Limoges c'est un joueur qui est dans des filières où Lilian va pas prendre du plaisir dans le jeu, va pas pouvoir vraiment exécuter ce qu'il veut. C'est un joueur qui est tellement fort dans le service remise, qui adore jouer court, qui adore placement de balle, et il donne pas forcément beaucoup de vitesse, il donne pas forcément d'expression à Lilian pour être un peu plus loin de la table. Et en plus, j'avais l'impression à partir du deuxième set qu'il commençait à un peu être diminué physiquement. Donc ouais, c'était vraiment trop dur. Là on mesure à quel point ce top 10, qu'on en pense, pour faire des perfs, il faut avoir un niveau extrêmement solide et être soit dans un jour 100% où on a l'impression que techniquement on n'a jamais aussi bien réalisé, soit d'avoir un acquis technique très élevé pour pouvoir battre ces gars-là. Et malheureusement, Lilian, c'était déjà dur sur le service remise, et derrière, Lyon on le sait, patte de gaucher, il trouve des angles difficiles en remise, des fois un petit peu, bon, il n'y a pas l'image, mais souvent des fois on a l'impression du coup droit, et puis finalement c'est un latéral vers le revers. Enfin, il y a tellement d'armes chez Lyon que malheureusement Lilian n'a pas. C'est comme ça. Après, il y a eu, je veux pas faire de la satisfaction dans un moment compliqué pour Lilian. Il y a eu quand même des bonnes choses sur le premier set, je trouve, où il avait réussi un petit peu à quand même dynamiser le match. Mais bon, voilà, c'est des gars qui sont pour l'instant d'un autre niveau, et oui, va falloir serrer les dents, espérer aussi que physiquement ça aille bien, parce que voilà, quand ça touche un peu au niveau des genoux, ou en tout cas là, c'est toujours un peu inquiétant. Petite blessure, voilà. sur le dernier. Donc, ouais, exactement. Donc on espère que c'est pas, voilà, on espère que c'est juste bénin, que c'est juste voilà, un hématome ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ouais, va falloir s'accrocher. Il y a des points à défendre aussi qui vont arriver. Donc bref, c'est globalement, ouais, c'est pas une super séquence pour Lilian, mais j'ai envie de dire un peu à l'image de sa carrière. Il y aura des moments de bas, mais on sait qu'il y a des moments où des fois une carrière peut rebasculer sur une victoire déclic, et je dois avouer que je m'attendais pas à ces victoires déclic qu'on y joue, mais ça peut arriver peut-être sur des joueurs peut-être un peu moins élevés en niveau, entre guillemets, peut-être plus top 20, top 30, qui conviendra plus au niveau de jeu de Lilian, et espérons aussi une progression technique, notamment au niveau du revers, où on sent que c'est compliqué. Puis on avait vu contre Francisca au championnat de Francfort, il perd 3-2 en prenant les 2 premiers sets. Je pense que c'est son dernier gros match sur le circuit du WTT, donc il est capable de refaire des grosses perfs. Et il en était pas loin à ce moment-là. Et juste avant, il perd Simon aussi un peu à l'arraché. Là c'est comme vous avez dit, c'est une période qui est assez compliquée. Juste au niveau des chiffres, c'est sa 11e défaite consécutive sur le circuit WTT. Depuis l'US Match, une seule victoire, donc en 13 matchs. En pro, c'est un début de saison qui est ni plus ni moins, j'ai envie de dire, normal. Il va rien chercher il n'y a pas une perf. Les défaites sont, c'est des défaites qui sont pas vraiment étonnantes quand il perd. Il perd Sidorenko, Félix, Alexis, Flavien depuis octobre. Donc voilà, il perd Mangyang, un défenseur, où là c'était un peu plus compliqué, j'avais vu le match. Donc oui, Lilian, c'est un début de saison compliqué, mais on va falloir aller chercher une perf. Et pour vous dire, je vous révèle, c'est pas une information de ouf, mais c'est que Lilian, ce qui est un peu peut-être compliqué, ce qui va gêner sa progression, et le fait d'aller chercher des matchs par-ci par-là contre des bons joueurs, et d'aller chercher des perfs, c'est qu'il ne s'entraîne jamais au même endroit.
Donc il a cette petite instabilité qui fait qu'il n'arrive pas à travailler sur certains points de son jeu, à être constant finalement. Et quand t'es pas constant à l'entraînement, c'est compliqué d'être constant en compétition. Et ça, je pense qu'à tout niveau déjà, c'est dur d'être. On commence pas. C'est dur d'être constant à l'entraînement. C'est dur d'être constant en compétition, d'être constant à l'entraînement. Donc, de 5 à meilleur joueur du monde, c'est compliqué d'être régulier. Et si tu t'entraînes jamais au même endroit et que donc tu n'arrives pas à être régulier en entraînement, c'est encore plus dur en compète. Donc c'est un des points sur lesquels Lilian devrait peut-être essayer de travailler, sur le fait de se faire un planning d'entraînement où il serait beaucoup moins en déplacement. Parce que moi j'entendais qu'il était parfois à Rouen, parfois à l'INSEP, parfois autre part. Donc c'est compliqué à ce niveau-là pour Lilian et il va falloir qu'il peut-être s'établisse quelque part. À voir. Oui, non, mais tu as totalement raison. C'est qu'il faut jamais oublier ce contexte-là. La performance, c'est un ensemble. C'est pas uniquement juste t'as une raquette et on tape les balles. Tout est fait en amont et ouais, t'as tout dit. Je suis assez d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. C'était Benjamin Genin, le coach coach d'équipe de France qui est basé à l'INSEP, qui est entraîné à Lille, qui fait très peu de déplacements, mais qui nous disait qu'il est basé à l'INSEP. Et en fait, quand il voit Lilian, il voit qu'il y a pas des gros problèmes, des blessures, etc., mais que physiquement, c'est pas optimal pour lui de bouger tout le temps. Et ça va pas l'aider. Donc maintenant, faut qu'on continue, hein, évidemment, on va encore écouler les deux petites déceptions, les deux, trois petites déceptions. Jianan, qui est éliminé au premier tour, elle est également d'Amiens, contre Xiaonan Yang, pardon, la monégasque. Ouais, c'est une déception dans le sens. Ce qui la rend peut-être un peu frustrante. Ouais, mais en plus c'est dommage dans le sens où même s'il y a entre guillemets, voilà, peut-être une logique ou pas, je trouvais que le tableau il y avait place à faire entre guillemets quelque chose dans le sens où il n'y avait pas ensuite Sunisha Wongmanyu ou une top 8-10, même si Nagasaki, on le sait, c'est une joueuse qui perf en ce moment et qui est très très forte depuis quelques mois. Mais je me disais, bon, un premier tour quand même où il y avait de la place. Malheureusement, j'ai senti Jianan par moments un peu ennuyé en côté coup droit. Et ouais, c'était pas une grande Jianan. Je la sentais un petit peu sur les nerfs, dans le sens où je sentais qu'elle n'était pas complètement contente de ce qu'elle produisait, et en même temps il y a eu quelques moments, on le sait, de chance, etc., des filets qui tombent de part et d'autre, et j'avais l'impression que ça l'impactait un peu plus que d'habitude. Donc voilà, ouais, mauvaise journée, pas une bonne vibe, et oui, un match à la belle, donc automatiquement quand ton match se joue sur un set, il y a des détails qui peuvent rentrer en compte. Donc ouais, c'est un peu dommage parce que pourquoi pas après deuxième tour Nagasaki, on sait jamais sur un match qui peut arriver, avec son soft en coup droit, ça peut des fois un peu surprendre, mais globalement ouais, un peu déçu, mais je veux pas dire non plus abattu, dans le sens où Jianan avait fait un bon top 16 avant, donc on n'est pas sur un mois de février, début mars complètement négatif. Pour l'instant c'est un passage à vide, on va dire, dans un mois de février qui était pas si mal que ça. Ouais, c'était contre Jiaoxing Yang. Ouais, faut qu'on continue sur la défaite de Jianan premier tour. Ouais, c'est dommage parce que moi, pour le coup, j'avais une sensation qu'elle était meilleure sur le match et qu'elle aurait pu le gagner. Et du coup, ça m'a un peu frustré quand elle l'a perdu, parce que je me disais, c'est dommage, il y avait moyen. Mais bon, en fait, ce qui a été particulièrement dommage, c'est qu'on savait que pour Xariff, ça allait compliqué. Donc quand on l'a vu éliminer, on s'est dit, bon, on n'a plus aucune représentante sur le tableau féminin. Donc c'était un peu dommage. Il y avait un peu toute la pression sur ses épaules. C'est-à-dire qu'elle a une Donc voilà. Ouais, elle a des mal de match. Ouais, même pour moi, c'est dommage parce que je la voyais meilleure sur le match et elle perd de peu, 13-11 à la belle. Ouais, c'est un peu frustrant, mais je pense que elle va revenir. Maintenant, faut aussi être conscient que moi, j'avoue que j'analyse pas forcément de la même manière les
défaite d'une Pritika Parade, qui était quand même la grande absente de ce match, qu'une défaite de Dianan. Parce que pour moi, une défaite de Dianan, ça ne représente pas forcément le futur, même ça ne représente pas le futur du ping féminin. Donc voilà, donc c'est dommage, mais bon, c'est qu'une passe, quoi. Donc il y a un bon top 7 avant. En plus, il y a un bon top 7 avant. Donc c'est pas la situation de Lilian où on se dit oulala, c'est vraiment c'est un peu entre guillemets, hein, je dis une petite descente aux enfers, mais attention, hein, pas avec l'aspect. Mais il y a un bon top 16 avant, donc son niveau de jeu, il y a pas débat, il est bon. Juste que ouais, sur ce match-là, il y a eu des petites scories de temps en temps qui sont un peu dommages. Maintenant, les deux petites dernières déceptions côté homme. Simon qui perd au deuxième tour contre Lim Jong-un. Un bon Lim Jong-un, quand même, faut le dire, qui a pris un set à Lin Chidong 16-14 en huitième de finale. Un bon Lim Jong-un qui le bat 3-1, qui l'a beaucoup embêté. Et puis Alexis Lebrun qui perd pareil au second tour, mais cette fois face à Patrick Francisca à la belle 11-7, alors qu'il menait 2-0. Deux déceptions au contexte différent, finalement. Oui, complètement au contexte différent. Déjà le niveau de Simon, même si Nicolas Slum a fait, je pense, le match de sa vie. J'ai rarement vu aussi agressif sur la table. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Il a bien mangé ce matin. Mais non, très clairement, ouais. Déjà, je sentais un Simon un petit peu en difficulté face à Nicolas Slum. Bon. Ok, piège évité, et c'est vrai que, comme tu dis, j'étais surpris de Lim Jong-un parce que j'avais en mémoire un match qu'il avait fait jouer contre Félix en Pro A, et je trouvais Lim Jong-un vraiment pas au meilleur de sa forme, et j'avais presque même envie de dire, est-ce que maintenant sa carrière en simple va pas se transformer vers une sorte de spécialiste du double, dans le sens où je me disais, ça quand même, il y a de moins en moins de perfs, il y a de moins en moins de... Et puis finalement, là, sur Singapour Smash, on a retrouvé Lim Jong-un avec sa capacité à flipper sur toute la table, à être très agressif, et un Simon qui a eu du mal à s'exprimer sur ce tournoi. J'étais un peu surpris du tournoi de Simon, surtout qu'on venait d'un top 16 où il avait livré un combat incroyable contre Alexis. Donc ouais, un petit peu dommage, mais on va dire comme ce que je disais avec Janan, c'est encore une fois qu'un tournoi. Faut espérer que Simon, dans les prochaines semaines, aux prochains Champions, tout de suite relève un petit peu son niveau, et en même temps, pourquoi pas regagne certaines perfs. C'est dommage. C'est le premier match, je trouve, où Simon, je l'ai pas trouvé à son meilleur niveau. C'est ça qui est un petit peu dommage. Pour Alexis, on va dire que la frustration, elle est que le niveau de jeu, il était très très haut face à Fang Yizin. Je l'avais trouvé très très bon, parce que, encore une fois, j'aime beaucoup ce joueur taïwanais. Il pouvait poser certains soucis à Alexis sur le petit jeu, et je trouvais qu'il avait toujours des réponses à tout. Vraiment, il avait fait un match de top qualité, et face à Francisca, je l'ai revu dans le même type, et en plus en gênant beaucoup Patrick Francisca. Donc je me disais, bon, Alexis, il est parti, et je me suis même dit, allez, 8e de finale contre Harimoto. Et puis Francisca a changé énormément de choses dans son système de jeu. Il s'est mis aussi à être plus agressif sur le court coup droit en service, alors que vraiment Alexis le martyrisait, parce qu'à chaque fois il essayait de remettre court, la balle montait, et Alexis, quand il attaque en coup droit, même si des fois c'est pas complètement coude, elle arrive tellement vite que c'est compliqué à la bloquer. Là, il a trouvé des solutions pour remettre plus long, il s'est moins embarrassé tactiquement, j'ai l'impression, Patrick Francisca. Et c'est au moment où presque il a décidé de jouer un peu dans la filière d'Alexis, allons-y, on va jouer un ping, on va dire un petit peu plus d'attaque. Je trouve que c'est là où Alexis a commencé un petit peu à douter. Et le troisième set, j'ai eu un mauvais feeling, en me disant, il y a quand même la garantie des 2 sets avant. Et finalement, mon mauvais feeling, de mon côté personnellement, ça s'est un peu confirmé, et j'avais l'impression que la frustration, elle montait chez Alexis. Et moi, j'ai une séquence dans la belle où il sait pas où se placer dans leur mise de service. Il demande à Nat, qu'est-ce que je dois faire contre, je me rappelle plus c'est exactement quel type de service, et t'as Nathalie Molin qui lui répond en disant joue. Et j'avais vraiment cette impression que la perte de ces 2 sets là l'avait un peu sorti du match. Il y a eu aussi la situation avec son lancer de service, etc., avant la titière. J'avais vraiment cette impression que Alexis, il a perdu le fil du match, et Francisca, lui, il n'avait pas de solution en 2 premiers sets. Il dit on va moins s'embarrasser, et finalement c'est au moment où il s'est moins embarrassé que c'est Alexis qui au contraire a commencé à douter. Donc dommage pour Alexis, alors que franchement, comme je disais, le niveau de jeu au top 16, il est incroyable.
le niveau de jeu au premier tour, tu te dis bon bah c'est vraiment un top 10 mondial qui déboule au ce match. Et là il y a un petit peu ces 3 sets là, un petit peu d'oubli, enfin en tout cas de difficultés que moi j'arrive pas trop à comprendre. Mais encore une fois, c'est le ping et c'est ça qui fait que notre sport, il est complexe. Ouais, globalement, moi, je suis assez d'accord avec l'analyse que faisait Alexis à son temps mort là, et de Nathanaël, qui est que, en fait, tactiquement, il était vraiment là contre Francisca, mais que je sais pas pourquoi, il jouait bien moins bien. Même moi, je trouve vraiment le pire des sets, c'est son 5e où il commence bien et finalement après il fait un nombre d'erreurs dont on n'a même pas trop l'habitude avec Alexis, donc ça m'a étonné. Surtout qu'il fait un super premier tour face à Feng Yixin qui avait quand même tout d'un piège. Il fait un super premier tour, 3-0 facile. Et là, deuxième tour, il commence super bien et finalement, t'as un 3-7 où j'ai eu l'impression à la fin du match qu'il avait un peu perdu tout seul. Donc ça a été quand même une vraie déception. Pas forcément le fait de perdre contre Francisca, mais surtout la manière, quoi. Parce que je me suis dit, il me paraissait plus fort sur le match et il le perd. Pour Simon, Simon, je trouve ça quand même différent. On l'avait vu quand même dès le premier tour qu'il n'était pas dans le top de sa forme, même s'il a joué contre un Nicolas Lum étonnant, on va dire. Il y avait quand même quelques signaux et finalement il perd contre Lim Jong-un. Lim Jong-un, donc on sait que il peut faire des grosses contre-perfs, des grosses perfs. Donc c'est un joueur assez irrégulier, mais qui peut faire vraiment des grosses perfs à des moments. Et donc là, je pense que ce qui est dommage, c'est qu'Alexis, ça ne commençait pas comme une compète à oublier, et finalement, ça finit un peu c'est un peu dommage la fin. Alors que Simon, je trouve que globalement la compète, on avait l'impression que c'était pas cette compète et c'est pas grave. C'était un coup de mou, mais je suis sûr qu'il reviendra fort. De toute façon, on le sait, Simon, c'est un battant, quoi. Donc, pas de doute. C'est ça, Simon s'est battu jusqu'au bout, mais c'était pas ça compète, tout simplement. J'ai envie de dire, dès le premier match, j'ai l'impression qu'il a peiné à rentrer dedans. T'entends pas Pareil, contre Kim Jong-un, qui a une palette assez large, sans non plus être je t'entends pas. le meilleur joueur du monde, évidemment, qui a profité de ça. Ouais, moi je t'entends pas non plus, ouais. Voilà. Hop là, pardon, je disais que sur le premier tour, déjà, il s'est battu, mais c'était assez compliqué contre Nicolas Lum, comme vous l'avez dit, et puis après, il se fait éliminer par Lim Jong-un, qui a une palette assez large, qui a les armes pour l'embêter, qui est pas finalement le meilleur tirage, même si c'est un joueur qui était top 76 avant le début de la compète, qui a divisé par 2 son classement d'ailleurs. Il a grimpé de 38 places, et qui avait déjà battu Han Ye-yoon premier tour. Là c'est Simon. C'est un peu comme pour Lilian, mais avec le classement inversé en fait, avec Lee Nyun-Yu. C'est le mec qui en face peut te poser beaucoup de problèmes, et il faut pas tomber dans le piège. Et Simon, on va pas dire qu'il est tombé dans le piège, mais qu'il était pas sur un très bon tournoi et ça pardonne pas. Quand on joue Lim Jong-un, enfin quand on joue un adversaire qui peut nous poser des problèmes, si en plus on n'est pas bien rentré dans le tournoi, qu'on n'arrive pas à passer ses coups, c'est compliqué et ça l'a été. Et maintenant, il va falloir oublier le tournoi, basculer rapidement sur le champion de Chongqing, s'il peut y basculer, parce que tous les joueurs, en tout cas tous les Français l'ont dit. On l'a dit que Florian Bourassa a dit qu'ils étaient à Singapour, donc une pensée à eux et puis surtout une pensée à tous les Français qui sont bloqués dans les pays du Golfe et qui peuvent pas en partir. Et on espère qu'ils vont tous bien. Et donc on espère quand même que ce championnat, même si c'est pas la priorité actuellement avec toutes les préoccupations géopolitiques, vous le savez, va pouvoir se tenir. Donc on espère qu'ils vont tous pouvoir rentrer en sain et sauf de Singapour, même si pour l'instant il n'y a aucun problème à Singapour et qu'ils sont juste bloqués. Mais en tout cas, voilà, s'il a lieu, on espère que Simon pourra basculer le plus rapidement et le mieux possible sur Chongqing. Et puis côté Alexis, un peu inexplicable pour moi, enfin pas inexplicable, mais il fait ses 2 sets totalement aboutis.
vraiment, je vais pas dire facile, mais il les gagne avec la manière. Et il les gagne assez, pas facilement, mais voilà, avec la manière contre Francisca. Il gagne son pré-match 3-0. Celui-là, vraiment facilement contre Finishing, peut-être un peu relâché sur le troisième, qui prend 12-10 à la fin, mais il l'a quand même maîtrisé, je veux dire, le demande de mètres. Et après finalement, Francisca se décide à jouer le pivot. Puis Francisca, et quand Alexis prenait le coup de rose, destiné à rentrer dans le jeu d'Alexis, et dire à la bagarre, et puis sur le revers en étant plus agressif parce qu'il était allé chercher le match. Et ouais, comme Foucault le disait, bah, ce qui est un peu dur, c'est que le dernier set, Alexis menait 3-1, puis 4-3, puis 5-4, et au final il s'incline 11-7. Donc c'est là vraiment qu'intervient la déception de la belle. Et puis maintenant, je pense qu'on peut partir sur notre satisfaction, Félix, et surtout nos deux belles surprises, nos deux nouveaux anciens top 30, parce qu'ils étaient top 30 la semaine après Chennai, quand on a fait la preview avec Damien, et que maintenant ils sont top 25 tous les deux, Thibaut Corret et Flavien Codon. Respectivement, je vous dis ça tout de suite, Thibaut est 23e et Flavien Codon est 25e, ce qui nous fait maintenant 5 Français dans le top 25. C'est énorme, on peut le dire. C'est colossal avec Simon et les deux frères. On s'en réjouit, enfin, c'est dingue, tout simplement. On l'aurait pas espéré il y a quelques mois, quelques années, encore moins. Et puis voilà, Flavien fait un quart de finale, Thibaut également. Flavien, malheureusement, franchement, moi je redoutais ça quand j'ai vu le tableau. Et puis quand j'ai vu enchaîner ces deux victoires contre Douda et contre Zutiao, contre Douda c'est un peu plus à l'arraché, puis contre Zutiao quasiment facilement, j'ai envie de dire. C'est ce que je redoutais, de le voir jouer contre Félix et qu'il perde 3-0 ou 3-2 à la belle, ou même qu'il gagne. J'avais pas envie de voir Félix et Flavien s'arrêter à ce stade-là de la compète alors qu'il était une super tournoi avec deux matchs vraiment aboutis, de maîtriser de bout en bout, qu'ils ont réussi à déployer leur jeu en fait, du premier set au dernier. Et voilà, ce qui est décevant, c'est de les voir s'affronter. Et pour Thibaut, deux super matchs. Une énorme perte contre Danshu. Il y a un match à l'arraché contre Ouda qui est quand même assez bon sur ces dernières semaines, ces derniers mois. Yuki Aouda qui est maintenant en top 30 établi. Et puis voilà, l'énorme perte contre Danshu qui va chercher pareil à la belle, alors que sur le tour d'avant, il y avait eu un petit litige. Et là, il a été repris 3 ou 4 fois sur son service contre Danshu. Et puis après, sur son quart, il va chercher le premier set sur Morgan. Donc voilà, un très bon tournoi pour Thibaut qui enchaîne avec Chennai. Et voilà, Damien de nouveau top 25. Ah bah oui, alors c'est les huitièmes de finale. Huitièmes de finale. Huitièmes de finale pour les deux. Ouais. Alors je préfère rectifier pour les auditeurs, mais ouais, pas de souci. Huitième quart, en soi ça change pas. Alors magnifique tournoi. Non oui, et puis ça met en avant aussi leur progression individuelle. Je trouve que Thibaut, une belle évolution quand même post blessure. Je trouve vachement agressif sur la table. Il y a quand même des évolutions de son jeu qui sont intéressantes. Et puis globalement, le match contre Ouda, c'était un peu le feu contre la glace en termes de jeu, je parle. Peut-être même au contraire qu'en termes de caractère, c'était peut-être l'inverse, mais en termes de jeu, Ouda, c'est vraiment un joueur qui est en coup droit sur toute la table, le joueur ultra agressif par excellence, face à Thibaut, qui est un joueur plus de placement et de petits jeux. Donc là, c'était assez intéressant à voir. Puis oui, rocambolesque, le scénario à 9-9, le coaching de Patrick Schiller, bref, c'est un match, j'ai même pas regardé que pour un aspect œil tactique, c'était même sympa au global. Et puis oui, il y a des bonnes choses, face à Dankyu, il y a eu aussi mentalement à gérer. Ouais, en plus pour c'est par moment les deux c'est des artistes quand même. Mais ouais, non, très clairement ça Dankyu, ça a été un match peut-être un peu plus au mental. Dankyu, joueur un peu plus dans la filière de Thibaut. Et là, pareil, au caractère. Et puis, le match face à Truls est quand même intéressant. Alors, bien sûr, les 3 sets en termes de score perdus face à Truls peut paraître sévère.
Mais le premier set, il y a quand même de vrais bons signes que Thibaut maintenant est un joueur du top 25, dans le sens où j'avais l'impression que Truls était un peu surpris par Thibaut Porret. Il s'était affronté il y a quelques années maintenant, enfin au championnat d'Europe en 2024, et j'ai ressenti en Truls un peu l'étonnement. Il a évolué Thibaut. Maintenant, coup droit, il n'hésite pas à être plus agressif dessus. Il est capable, plus loin de la table, des fois sur des schémas en revers, de remettre la balle hyper longue avec beaucoup d'effets. C'est un joueur vraiment qui a évolué positivement, Thibaut Porret, avec encore des défauts, je pense, qui sont un peu, et on l'a vu face à Truls, qui sont un petit peu pour l'instant, qui ne lui permet pas pour l'instant d'être dans cette case de joueurs, mais vraiment cette progression elle est importante. Chennai, le tournoi il est très bon, donc ouais super Thibaut. Et puis pour Flavien, un peu moins surpris, parce que j'ai envie de dire la surprise ça avait été plus sa demi contre Thibaut Porret à Chennai, où je l'avais trouvé en dessous vraiment de son niveau, très clairement sur ce match. Le match face à Douda m'a très vite rassuré en disant non, Flavien il va très bien, tout va très bien. J'avais eu un moment de doute sur cette demi, là finalement premier tour il est excellent, et en plus Douda je trouve fait vraiment un bon match. En plus c'est vraiment pas un non-match de quelqu'un ou un match bizarre, ou non, franchement les deux jouent très bien. Juste Flavien il a été énorme sur les points importants, notamment sur le 5e set, donc bref super. Le deuxième tour face à Zhou Qiao, joueur à dominance coup droit, très puissant, ultra énergique. Je me suis dit tiens, c'était un match pas facile à aborder, à part le premier set. Les 3 autres sets, Flavien avait vraiment une grosse domination sur le service remise, globalement un super match. Et j'ai même envie de dire, le match contre Félix, il est bon, parce que j'ai pas la même lecture que certaines personnes qui disaient que ça avait été un match que Félix avait largement maîtrisé. Je trouve que les deux premiers sets, Félix les maîtrise pas tant que ça. Flavien gêne énormément Félix sur du jeu en 2-3 coups. J'avais l'impression que Flavien en plus était décidé à être ultra agressif en remise de service, sur certains services pourtant où on le sait, certains joueurs préfèrent plutôt pousser. Lui il a décidé de flipper sur la table. Enfin, j'ai trouvé vraiment très très bon sur les 2 sets, et je trouve que le 2-7-0 à ce moment-là il était archi sévère. J'aurais pensé vraiment que Flavien allait au moins en gratter un. Donc même là je trouve que ça monte. Je trouve que Flavien, peut-être à la différence de Thibaut, il commence à montrer des signes d'un futur top 15, top 10, dans le sens où vraiment il y a une implacabilité. Quand lui est à son meilleur physiquement, qu'il est aussi mobile qu'il était sur ce tournoi, et qu'en même temps, en coup droit, il se décide à vraiment pivoter, à prendre plus de risques. C'est un joueur qui, pour moi, sur les schémas, en 2-3 coups de raquette, peut être extrêmement fort à ce niveau-là. Donc non, ouais, franchement top tournoi des 2 Français, et 4 Français dans le top 25 quoi. C'est génial. 5. Ouais, c'est 5 pardon. Oh là, ouais. Non, je me suis trompé sur 4. Ouais, c'est extraordinaire. Je me suis trompé sur ça largement. Ah ouais, c'est extraordinaire. Hein. Ça fait 1/5 du top 25 qui est français. C'est assez fou. Pour en revenir du coup sur Flavien, ouais, effectivement, c'est vrai que sur son match sur Douda, je pense qu'on était beaucoup à s'attendre à ce qu'il gagne, parce que on sentait que le jeu de Douda, etc., pouvait vraiment correspondre à Flavien. Et je pense qu'on s'est pas trompé, et que globalement sur le match il est dominant, même si ça va à la belle. Après sur Zhou Qiao il fait un match maîtrisé, et c'est vrai que je trouve que sur le match contre Félix le gagne, il peut dire un peu comme ça, à l'expérience quoi, parce que Flavien trouve que vraiment sur les 2 premiers sets il est dominant, mais Félix il va te faire quelques services gagnants, quelques points, tu dis bon ok, et en fait c'est comme ça qu'il va te revenir des petites fautes de Flavien, et c'est comme ça qu'il va te gagner les 2 sets. Et après je trouve que sur le 3e set par contre Félix est un peu plus dominant. Donc c'est vrai que il y a un monde où si il y a un peu moins d'erreurs, si Flavien était quand même pas mal gêné sur le service de Félix. Ça je m'y attendais un peu, parce que je pense que Flavien devait être agressif, et Félix a une tellement de variété de service qui est énorme, que je pense que je m'y attendais un peu, et au final il te le gagne 3-0, mais ça,
si ça fait 2-0 pour Flavien, on n'est pas trop étonné vu la physionomie du match. C'est ça qui est dingue. Il y a 7-4 pour Flavien dans le premier, il le perd 11-8. Et il y a 9-5 pour Flavien dans le deuxième, il le perd 12-10. Et je vais te laisser finir, mais juste c'est quelque chose qui va mettre encore au crédit de Phoenix. C'est qu'à seulement 19 ans, il joue déjà des fins de set comme un vieux briscard. Ouais, c'est clair. Et pour Thibaut, ouais, c'est pas la même chose. Il y a eu ce match hyper tendu contre Ouda où bon, ça va être l'occasion pour moi de parler un peu de l'arbitrage globalement sur la compète. Alors on a eu des arbitres courageux par rapport à d'habitude, c'est vrai non mais faut le souligner, on a eu des arbitres qui y sont allés. Alors y aller quand il y a la titière, ça me paraît plutôt logique. Y aller sur des choses parfois un peu futiles quand il n'y a pas la titière. Je pense notamment au dernier point du Santiago Lorenzo contre Borasso d'Or où l'arbitre il dit ah non serrez-vous pas la main, faut le refaire, on donne pas le point, le service il était pas assez haut. Alors que bon, les Argentins avaient serré la main, tout le monde était d'accord. Je trouve que parfois c'est un peu du zèle quoi. Et globalement, j'ai trouvé que l'arbitrage sur pas mal de tables annexes, quand c'est sur la table principale, ça me gêne moins. Sur pas mal de tables annexes avait ce truc, donc notamment sur Poré Ouda où on annule son service à ce moment-là, à un moment décisif, donc ça c'est quand même, je trouve, assez dur, mais bon, il est allé chercher au mental, si on peut le dire comme ça. Et après, il fait un match où il remonte bien contre Donkey, mais en tout cas, ça fait plaisir. Après, sur le match contre Trouche, moi, on s'y attendait un peu à ce qu'ils perdent quand même, parce que il y avait eu ce match au championnat d'Europe il y a 2 ans, où il avait perdu aussi 3 ou 4-1. Donc je trouve que Trousse aussi il est dans une bonne forme même s'il avait fait un mauvais top 16 en perdant contre Freitas, donc ça m'avait pas trop étonné. Mais c'est vraiment une bonne compète pour Thibaut, mais c'est vrai que celle de Flavien me donne vraiment beaucoup d'espoir quoi. Ouais, juste sur l'arbitrage, peut-être pour compléter un peu avec ce que tu as dit, moi ce qui me gêne, c'est que les arbitres soient aussi interventionnistes, alors que il y a quelques temps, avant l'instauration de la VAR, ils se seraient jamais manifestés. Tu vois, sur une table annexe, en fait, on est totalement dans la même situation qu'il y a un an, en fait. Il y a pas de VAR. Sur l'Infinity, évidemment, il y a la VAR maintenant sur quasiment tous les tournois. Donc c'est super, c'est une très bonne avancée pour le ping au niveau technologique, mais surtout au niveau purement comptable en fait, au niveau des points et puis au niveau du jeu. Ce qui nous permet qu'il y ait moins d'erreurs. Mais quand tu as des arbitres aussi qui interviennent sur des angles à 30 degrés et qu'on se rend compte que l'angle est à 25 ou même 20 degrés. Et puis en fait le problème c'est que c'est pas arrivé qu'une fois. Parce que l'erreur est humaine et que l'arbitre challenge, c'est super. Moi j'adore voir l'arbitre challenger, avoir le cran de dire aux joueurs que son service est faux. Surtout quand nous on le voit pas et qu'au final ça s'avère être bon. Et moi je suis très content de voir ça. Mais quand il y a des énormes écarts et que ça se reproduit à plusieurs reprises, je suis un peu déçu de l'arbitrage. Quand j'ai vu certains tweets qui demandaient comment les arbitres étaient recrutés. Et bon, on va pas en aller jusque-là à remettre en cause leurs bonnes conditions d'arbitre. Mais j'ai l'impression qu'on voit plus d'erreurs que qu'il y aurait pu avoir avant la titière quand les challenges n'étaient pas. Quand les challenges n'avaient pas encore lieu. Parce qu'il y a quand même peu de joueurs, si on prend la globalité du top 100 mondial, qui trichent entre guillemets au service, qui le masquent, qui le font au-dessus de la table, etc. Et ça arrive pas souvent, ça arrive seulement sur ce tournoi-là, mais pour le nombre d'erreurs sur les calls, là, sur les challenges des arbitres, je sais pas si on avait autant de fautes au service qu'il y a eu d'erreurs d'arbitre sur ce tournoi. Mais bon, pour revenir au jeu, purement sur Thibaut et Flavien, c'est deux énormes tournois. Thibaut perd contre Trousse, contre un Trousse qui s'est réveillé après la perte de la première manche. On le voit, il tape dans la bouteille, même il éclabousse son frère en coaching. Ça lui a permis de se recentrer, de revenir dans la rencontre. Et puis après, ça fait 8,
7 plutôt accroché, et puis 3 et 3 dans les deux suivants. Donc Thibaut aurait pu aller chercher le deuxième pour vraiment le faire douter, et là même le mettre au fond du trou. Et je dis pas que ça aurait été fait face à Morgan, parce qu'il peut toujours revenir, mais s'il avait pris le deuxième, on aurait pu être dans une autre situation. Et là, ça aurait pu vraiment devenir intéressant. Il aurait pu aller chercher sa victoire face à un top 5 et maintenant un top 2 monde, et potentiellement s'offrir un quart de gala face à Chen Yunyu, même s'il a fait un très bon match contre Truls. Et après se retrouver face à une Yunyu, mais bon là on est toujours on se projette, hein, enfin on se projette sur quelque chose qui s'est pas passé finalement. Mais ce qui est dommage, c'est peut-être ce deuxième set qu'il peut aller chercher face à un Morgard qui est toujours un peu tendu. Mais après, sur les deux d'après, c'est Trux, taille patron, numéro 5 mondial. Et là, même Thibaut, son meilleur niveau, peut pas y faire grand chose. Mais ce qui est bien, c'est que je vois vraiment une progression au niveau du coup droit, surtout pour Thibaut, qui arrive à faire pas mal de winners, à terminer des points sur son coup droit, qui était et qui restera, et qui est toujours son coup faible. C'est ce qui lui permet de gagner contre Ouda, lui permet de gagner contre Dangshu. Contre Ouda, d'ailleurs, il y a plusieurs coups droits qui me restent en mémoire, mais je crois que celui à 9-9 ou à 9-8 pour Ouda, ouais, à 9-9, quand il monte le ciel pour des fenêtres, je crois que c'est un coup droit, même si c'est un coup où il a de la chance, mais voilà, même dans les moments cruciaux, il y a énormément de tension, surtout au vu du scénario, quand on sait, là, l'énorme litige d'arbitrage, où il est quand même sanctionné, c'est une sanction qui est assez disproportionnée, j'ai envie de dire. Qui va chercher son coup droit et qu'il le rentre, même si c'est à ça de rester de son côté. On montre ça montre qu'il y a de plus en plus confiance dans ce coup droit. Et puis contre Dangshu, je trouve que entre guillemets la partie mentale a fait quelques fois défaut à Thibaut, et là pas du tout. Il va renverser ce match face à un Dangshu qui est aussi à dominance revers, donc, en étant très solide dans le revers et justement plus solide que lui avec le coup droit. Et ça c'est quelque chose qui fait plaisir. Et puis pour Flavien, je vais être globalement d'accord avec vous. Hein. Il fait un énorme premier tour face à Douda, qui va chercher au bout du bout alors qu'il était en train de se faire remonter contre Zukao. En fait, c'est une démonstration. Enfin, c'est pas peut-être une démonstration, mais un récital. Dans le sens où il a resté son ping. Il a montré, il était dans ses gammes. Sur le premier set, c'est serré, mais il menait. Un peu comme contre Félix, hein, il met son premier set. Et puis après, le deuxième, le troisième, le quatrième, il les mène. Et puis Zukao le retrouve plus, tout simplement. Il est resté devant du début à la fin. Donc c'est le scénario qui aurait pu avoir le premier. Et ça n'a pas été le cas. Donc finalement, il a su dérouler. Et puis contre Félix, c'est le scénario du premier set contre Zukao qui s'est répété 3 fois. Il s'est répété 2 fois. Et après, il a un peu lâché. Et ça, c'est dommage. Parce qu'il rate 2 services, je crois, dans la troisième manche. Ça, c'est un peu dommage. On aurait pu voir peut-être un plus beau match si ça avait été accroché. Et Félix expédie ce match-là en 20 minutes, mais ça reflète pas la physionomie du match loin de là. Enfin, comme je l'ai dit, il suffit de regarder l'évolution du score et elle fait mentir ceux qui disent que Flavien a fait un mauvais match. Non, c'est pas le cas en plus. Non, les deux premiers sets sont de très très haut niveau. C'est rare de voir Félix presque un peu soulagé de gagner des sets quand tu vois le tournoi que fait Félix. Donc maintenant, je pense on va pouvoir terminer cet épisode avec Félix. Évidemment, Félix demi-finale. Félix qui bute encore une fois malheureusement face à Wang Chushin en demi. Qu'est-ce qu'on retient les gars, on retient quoi le parcours, les victoires face à Flav, face à Lin Chidong en huitième et en quart, la victoire 4-2, donc qui est c'est quatrième consécutif face à Lin Chidong, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier ça rapidement. Ou sa demi contre Wang Chushin qui perd. Là par contre j'en suis sûr, c'est la cinquième consécutive qui perd. Enfin, il n'a jamais gagné contre lui. Qu'est-ce qu'on retient? Moi je retiendrai la victoire contre Flavien Coton, parce que c'est pas des matchs que j'ai l'habitude de voir chez Félix. C'est souvent, moi, soit je vois des matchs où Félix est dominant et il va gagner, où c'est serré. C'est 6-0 pour Wang Chushin face à lui en H2H. Oui, ok. Donc soit je vois des matchs où il est dominant, où il gagne 3-0, bah je pense que c'est le cas quand même de ses deux premiers tours face à Ionesco et Urso. Soit c'est des matchs où c'est serré, où il va perdre de manière serrée. Mais j'en vois rarement des matchs où
où il est un peu en difficulté, mais il va prendre ses matchs, ses sets, etc. Je trouve que c'est plus l'apanage d'autres joueurs. Et là, c'était un match, je trouve, assez spécifique de Félix, donc contre Flavien, où il gratte point par point sur des petits services, etc. Donc moi, il m'a quand même pas mal marqué ce match, parce que j'en suis ressorti après ce match en me disant purée, Flavien Coton il est fort, et finalement c'est Félix qui avait gagné 3-0. On voit qu'ils gênent toujours autant Lin Chinong, 4-2, il enchaîne les victoires contre lui. Quand on a vu le match, là j'ai vraiment vu je me suis dit à la fin du match, il a défoncé Lin Chinong, quoi. Oui, il le gagne 4-2, mais franchement dans le jeu je l'ai trouvé vraiment meilleur, quoi. Sur tous les plans de jeu, je l'ai trouvé dominant, et je trouve que franchement, j'ai trouvé qu'il y avait plus match sur le match contre Flavien que sur le match contre Lin Chinong. Donc j'ai trouvé vraiment dominant contre Lin Chinong, et donc ça me fait plaisir. Sur le match contre Pansukin, c'est frustrant parce que là pour le coup, j'ai pas eu du tout la même sensation qu'à l'US Match, où vraiment il s'était fait défoncer sans qu'il y ait trop de débat. Là j'ai eu la sensation qu'il était pas si loin que ça, et finalement il y a 2 sets qui finissent à 9, un set qui finit à 8 et un set qui gagne, donc c'était qu'il était pas si loin que ça, mais qu'il manque toujours ce petit truc, notamment en service, etc., où là pour le coup Wang Chuqin a réussi à montrer sa belle palette de service, et il a battu pas mal sur le service remise Félix, et sur même si je trouve que Félix est quand même pas mal amélioré, un peu loin de la table. Wang Chuqin, ça reste sa filière, donc c'est là où il a l'avantage, mais j'ai quand même trouvé qu'il avait trouvé quelques recettes pour le gêner. Malheureusement c'est pas suffisant, et voilà, il perd contre quelqu'un qui ensuite va écraser Niwonju, donc rien de déshonorant. Il fait une super compète, c'en est devenu habituel avec Félix, mais il faut pas oublier que c'est exceptionnel, quoi. Damien, sur le parcours de Félix. Je vais même pas avoir mon propre avis, je vais citer le sujet, donc Félix Lebrun qui disait c'est une de mes meilleures semaines en carrière en termes de niveau de jeu. Et j'ai tendance à dire oui, dans le sens où moi je suis peut-être un tout petit peu moins dans cet aspect. Lin Chinong, il a été ultra dominant. J'ai trouvé que Lin Chinong, par moment, avait trouvé des solutions qu'il n'avait pas auparavant. Et par exemple à Montpellier, où c'était un peu un des matchs que j'avais en mémoire d'un joueur qui était complètement dépassé. Et même au Chinese Match, je trouvais que Lin Chinong, on sentait, avait vraiment beaucoup de mal sur la balle. Je trouvais qu'à partir du 4e set, au moment où pourtant Félix était pas loin de gagner 4-1, j'avais l'impression qu'il y a eu un déclic chez Lin Chinong, et là d'un seul coup il s'est mis à flipper sur la table, à être ultra agressif et se poser, encore une fois, moins de questions, encore une fois, on oublie que le tennis de table c'est un sport aussi qui est des fois dans l'aspect psychologique, et là il y a eu vraiment un gros combat, et ça faisait quelques temps que j'avais plus vu Lin Chinong et Félix pas avoir ce gros combat là, et là où j'avais été, mais pour moi c'est une des masterclass de Félix en carrière, c'est sur le service long. Il fait un nombre de services longs exceptionnel, mais tu peux pas faire mieux en termes de longueur, en termes de qualité de balle, en termes de variation, tu peux pas faire mieux. Franchement, c'était assez incroyable, et c'est cette dimension-là, à l'opposé, où Lin Chinong, par exemple, c'est un de ses gros défauts, c'est que son service long, c'est presque un service qui est parfait pour pivoter, pour attaquer. Là, on avait vu vraiment la différence de classe qui est énorme entre les deux sur ce point-là. Et globalement, là où je suis d'accord avec Félix pour dire que c'est une de ses meilleures semaines, c'est que même face à Wang Chuqin, je trouve que, hormis l'US Match où ça avait été un match en 4-3, mais on rappelle que la table, Wang Chuqin avait vraiment eu beaucoup de mal avec cette table, avec les environnements de jeu, et ça avait été un match avec un contexte un peu bizarre. Autant le Chinese Match, oui, comme tu disais, Foucault. Il le gagne. Hein. Ouais, il le gagne, il le gagne ce tournoi. C'est dire à quel point Wang est un joueur extraordinaire. Mais je trouvais que sur les 3 premiers sets, il y avait un match. Il y avait un vrai gros match. Et j'avais le sentiment de Wang. Félix lui avait posé des problèmes sur le milieu de table. Et je pense qu'il a ressenti que Félix, maintenant, un peu plus loin de la table,
bah, il est capable en coup droit de remettre une balle avec beaucoup de longueur, avec beaucoup de puissance. Maintenant, je pense que Félix est vraiment devenu un joueur très complet. Et ouais, Wang Shuqin l'a battu sur le service remise et j'ai presque même envie de dire l'a battu sur la filière court coup droit, dans le sens où vraiment il a cherché court coup droit tout le temps Félix et il l'a presque un peu obligé à devoir flipper et on sait que flipper en coup droit avec la prise porte-plume, c'est pas aussi simple et je pense que c'est un des environnements de jeu et je vais juste citer l'article de l'équipe et l'interview avec Félix. Oui, oui, exactement. Et c'est vrai que je le cite, l'un des axes prioritaires de progression pour lui, c'est la remise de service et le premier coup de raquette. Vraiment, c'est vraiment là où il sent qu'il y a un potentiel d'amélioration très grand. Et je suis largement d'accord parce que, à la différence, par exemple, des flips de Lin Chinong et de Wang Shuqin et ceux de Félix, je trouve que ceux de Félix, des fois, sont un peu trop conservateurs, un tout petit peu trop à viser le coude, et des fois même aller jusqu'à la raquette. Et je trouve qu'en termes de placement, par rapport au reste du jeu, où Félix est exceptionnel en placement, c'est là où je trouve qu'il y a des potentiels d'amélioration à trouver, et là où il pourrait un peu plus gêner Wang Shuqin et éviter que Wang, du fait qu'il est gaucher, l'attire un peu dans des schémas de jeu que Félix aime moins, le coup droit, etc. Je pense qu'il y a des dimensions de progression qui sont intéressantes, donc c'était une semaine très intéressante qu'a fait Félix, dans le sens où là on a encore vu une semaine où il a fait une semaine d'un top 5 mondial, d'un top 6, top 5, où il a écrasé ses premiers tours, où il arrive à gagner 3-0 un match où il était plus en galère que ça, il bat quand même Lin Chinong en étant supérieur. Bref, franchement, c'est une grande semaine de Félix. Et moi, j'attends Chongqing s'il a lieu. J'attends Chongqing, quoi, parce que j'ai envie de le voir face à ces joueurs-là. Je sens que ça y est, il est une question. Il va devenir une question pour les adversaires, même pour un Wang Shuqin, de se dire même si je suis à 6-0, Félix, il se rapproche de moi, et ça commence à être des duels. Et ça, j'aime bien. Ouais, pour moi, cette semaine de Félix, elle montre deux choses. La première, elle montre pas deux choses, elle confirme deux tendances qu'on avait déjà observées et dont on avait discuté avec lui pendant l'interview. Première, à part Wang Shuqin, il y a plus aucun joueur qui n'arrive pas à battre sur le circuit. Il peut tous les battre. Calderano, il l'a montré, sur les derniers matchs, il le domine. Arimoto, il l'a perdu récemment, mais il lui en fiche quand même un 3-0 à la Coupe du Monde mixte, même si c'était le format un peu hybride, c'est quand même 3-0, parce qu'il y a eu des 2-1 dans tous les sens, là il lui met 3-0, Arimoto c'est largement c'est équilibré, on va dire. Troux, ça fait très longtemps qu'ils sont pas joués, donc j'ai envie de voir un Félix Troux dans les prochains mois. Et puis voilà, on a déjà fait le tour du top 5 et Wang Shuqin. Wang Shuqin, même si c'est pas si loin dans le score, parce que finalement je regarde le score et je me dis oui, c'est vrai, c'est pas si loin. Et il perd un 7-8, 2-7-9, mais finalement dans la physionomie du match, moi j'ai trouvé qu'il y a vraiment un écart entre Wang Shuqin et Félix, parce que comme tu vas dire, comme vous l'avez dit tous les deux, en remise court coup droit. En général, jouer court dans le coup droit de Félix, c'est compliqué. Que Wang, de par le fait qu'il soit gaucher, arrive beaucoup à appuyer sur ce point-là. Donc très compliqué sur ces points-là. En fait, les qualités de Wang font que appuie sur les défauts de Félix. Et c'est ça qui rend leur rencontre compliquée, en plus du fait que Wang soit le meilleur joueur du monde, incontestable actuellement. Enfin, incontestable pour moi, et donc pas incontesté, parce que certains ont pas être fans de Zedong, même si on pourra peut-être en parler dans l'épisode. Peut-être pas aujourd'hui, parce qu'on déborde un peu. Peut-être dans le courant de la semaine, quand on débriefera le côté international. Mais pour moi, Fan Zedong, on peut pas vraiment le comparer aux autres joueurs sur le circuit international, comme il joue pas sur ce circuit. Et donc pas Wang Shuqin, même s'il a joué 2 fois, c'était en l'espace d'une semaine. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, dans ma physionomie, je trouve que Wang Shuqin a vraiment dominé et mais que Félix se rapproche un peu, mais c'est dur à analyser ce genre de match, parce que finalement, oui, Félix se rapproche, mais il y a toujours un énorme écart, et finalement, la finale contre les New fait encore, comme a dit Foucault en off sur notre groupe, ça fait encore relativiser la défaite de Félix. Parce que New se prend un 4-0, mais qui est
enfin, qui est pas sévère en fait. Il y a juste sur le dernier, on se dit qu'il peut accrocher Wang Fuxin, mais alors que Lin Yunyu, qui est vraiment, pour moi, je pense pour tout le monde, l'homme de ce début de saison, avec sa victoire à Doha, et c'est peut-être Wen Rubo, même si là il fait un mauvais tournoi, c'est lui l'homme de ce début de saison, avec sa victoire à Doha et sa finale à Singapour. Il se prend 4-0, vite fait, bien fait, par Wang Fuxin. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a dû durer moins d'une demi-heure. Et ouais, ça fait relativiser la défaite de Félix. On se dit que voilà. Est-ce que un jour quelqu'un, enfin dans les prochaines années, quelqu'un arrivera à le battre? Ça semble très compliqué finalement. Enfin, sur les joueurs qui sont en place actuellement sur le circuit, je sais pas qui peut le battre. Honnêtement, je sais pas si vous avez une idée. Bah, moi je dirais oui sur le circuit à l'instant, mais là où je trouve je suis peut-être un peu moins haut sur Wang Chuqin, je pense pas qu'il a atteint le niveau, même si pourtant au niveau des points ça pourrait en mettre un peu un mal ma thèse. Je trouve pas non plus que ça soit un joueur aussi implacable, dans le sens où je pense que le jour où un adversaire à Wang Chuqin arrivera à avoir cette régularité, cette constance de jeu, tout en ayant aussi beaucoup de variations, parce que pour moi c'est la variation qui a toujours été un peu le défaut de Wang Chuqin, des joueurs qui varient énormément, quitte même en abuser. Moi, je dirais que pour l'instant, sur le circuit, non. Mais là où je suis confiant pour Félix, c'est que je pense qu'il sait. C'est un match, c'est une rencontre pivot pour lui. Vraiment, Wang Chuqin, le jour où il atteindra vraiment cette perfection dans son jeu, je pense que là, Wang Chuqin aura de moins en moins de réponses. Là, il a des réponses parce que le jour où Félix arrivera un peu à l'image de Wang Gao, comme il le faisait, à faire ses flips coups droits, des fois en plus où le poignet il gicle d'un coup, etc. Et des choses comme ça, c'est des situations de jeu où là, derrière, Wang peut commencer à douter. Et on sait que mentalement, par exemple, c'est là peut-être aussi un peu la matrice de Wang où on peut le toucher, alors que des joueurs comme Fan Zedong ou Malong, tu avais l'impression que c'était des gars. Même quand tu les menais 3-1, 3-0 sur des matchs en 4, ils pouvaient revenir et tu disais même pas t'as gagné, il fallait que tu voyais le chiffre 4 pour gagner le match. Donc je suis un petit peu plus confiant dans le sens où des Harimoto, des Morgar, des Félix sont 3 joueurs qui peuvent un jour battre Wang Chuqin sur des compétitions de ce standing. Faut qu'il peut le battre un jour. Actuellement sur ces Bah, peut-être un Lin Chidong qui revient à un excellent niveau. Mais c'est vrai qu'on dit ça aussi parce que l'équipe de Chine en ce moment, faut le dire, n'est pas dans sa meilleure forme quand même. On voit déjà Léon Jinkun qui est blessé en ce moment, Lee Shinong qui du coup a été éliminé par Félix, et il y a Wang Chuqin aujourd'hui qui survole la compète, mais là il y a Shen Wanyu qui a fait une bonne perf, mais je suis pas sûr qu'il arrivera à reproduire ça sur beaucoup de compétitions. Et j'ai l'impression aussi qu'il bat un Calderano qui est pas dans sa meilleure forme. Donc je pense que dans le futur il y en aura d'autres. Il y aura un Calderano, on a vu, il peut concurrencer un Wang Chuqin, un Calderano Prime. Donc c'est possible, mais en ce moment effectivement c'est Wang Chuqin qui paraît être le plus fort. Ouais, et puis sinon, par rapport à Félix, pour peut-être conclure par rapport à son parcours, comme je l'ai dit, pareil, il montre que c'est déjà un grand, à la fois dans le jeu et dans sa tête, même si on n'avait pas besoin de ça, mais ça nous confirme encore plus sa victoire contre Flavien. Quand il est mené, il arrive à le remporter, il a vraiment ce statut de top 10 établi, et même top 6, parce qu'on a ce top 6 qui se dégage, peut-être bientôt ce top 7, avec Sora qui pourrait s'y immiscer, voire même ce top 8 avec Lin Yunyu. Donc ouais, vraiment top 10 largement établi. Et après sa victoire contre Linchinong, comme je l'ai dit, elle montre qu'il peut battre tout le monde à part Wang Chuqin, et même qu'il a totalement pris l'ascendant sur Linchinong. Et puis 4 victoires sur les 4 derniers matchs. Il est plus qu'en positif avec seulement une défaite. Voilà, il va chercher le premier 14-12, donc le mental il l'a, que ce soit contre Flavien ou contre Linchinong, donc on a toujours su qu'il n'y avait pas de problème de mental pour Félix. Et voilà, toujours le même mec au bout, hein, pour l'empêcher d'aller chercher la victoire finalement.
se répète et on espère qu'un jour ça arrêtera de se répéter et là ce sera le tournoi le plus abouti de Félix. Mais pour l'instant, J'espère bien, hein. ouais, J'espère bien, parce que je l'ai mis dans mes prédictions. Donc, sur un Smash, donc à moins que ce soit sur l'Europe Smash et que Wushushi ne vienne pas, j'espère pour toi qu'il va la gagner. On l'espère tous. C'est le dernier rempart, le dernier. Et oui. Et oui. Donc les gars, à moins que vous ayez autre chose à rajouter sur un de nos Français, on peut conclure cet épisode et voilà. Je vous dire encore vous remercier pour cette victoire, n'importe quoi, pour cet épisode. J'ai un peu bafouillé. Merci pour la victoire des Lebrun, comme qui nous offre notre premier sacre en ce match pour la France. Merci pour cet épisode, Damien. Merci pour cet épisode, Foucault. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Oubliez pas d'aller sur Instagram et sur X pour suivre toute l'actualité du ping, parce que là on fait un podcast par semaine, quelquefois 2, si on n'en a pas fait la semaine précédente, mais même s'il pourrait y avoir pas mal de surprises sur les semaines à venir, mais je n'en dis pas plus parce qu'il y a rien de sûr, il y a rien de sûr, mais n'oubliez pas d'aller sur les comptes Insta et Twitter pour suivre toute l'actualité du ping. On a énormément produit sur cette semaine de Smash, on ne peut pas s'arrêter là. Et voilà, donc merci on a notamment passé 750 abonnés sur Instagram. Donc merci à tous. Et puis on continue. Merci d'être là. Et puis voilà, n'oubliez pas de partager le podcast, de nous envoyer vos commentaires comme d'habitude, vos petits points d'amélioration sur ce sur quoi on peut s'améliorer, et de le partager à tous vos amis, vos familles qui pourraient s'y intéresser et aimer le podcast. Donc voilà, et puis on se dit à la prochaine. Salut à tous. Salut. C'était Top sur Top.